Une semaine pile après que mon fils Lucas se fut marié, ma belle-fille Chloé se présenta à ma porte, au seuil de ma maison de campagne en Provence. Un homme en costume impeccable, portant une serviette en cuir, se tenait à ses côtés. « Maman, voici Stéphane, il est notaire. » Elle arbora ce sourire artificiel que je reconnaissais entre mille. « On est venu t'aider avec quelques formalités pour la maison. » Mon cœur s'emballa, cognant furieusement contre ma cage thoracique. Je savais avec une certitude absolue la raison de leur venue. Ce qu'ils ignoraient, cependant, c'était le plan que j'avais patiemment échafaudé ces derniers mois. Je remerciais le ciel d'avoir tué l'existence des biens du domaine agricole que mon mari m'avait laissé par testament. En voyant les yeux de Chloé luire de convoitise tandis qu'elle feuilletait mes papiers, je réalisais à quel point le silence avait été ma meilleure défense. Pour bien comprendre, il faut que je remonte le temps, au jour où tout a commencé à changer. 3 mois plus tôt. Lucas m'annonçait qu'il allait épouser Chloé. Je pétrissais la pâte dans ma cuisine. Le parfum de la levure fraîche emplissait la pièce pendant que mes mains s'enfonçaient dans la pâte tiède et souple. « Maman, j'aimerais vraiment que tu fasses la connaissance de Chloé, que tu la comprennes, avant le mariage, » avait dit Lucas avec ce sourire qui faisait fondre mon cœur. Mon fils, mon unique trésor, a enfin trouvé le grand amour, avais-je répondu en m'essuyant les mains sur mon tablier. On m'en avait beaucoup parlé. 32 ans, un emploi de bureau, des cheveux bruns toujours tirés à 4 épingles, des ongles à la manucure irréprochable. Elle avait tout de la femme parfaite pour Lucas. L'après-midi même, j'ai filé au supermarché pour y dénicher les produits les plus frais, de grosses crevettes, des avocats parfaitement mûrs, des fines herbes, de la crème fraîche entière. Je voulais préparer les plats dont Lucas raffolait depuis sa tendre enfance. Je m'imaginais déjà les conversations avec Chloé, les conseils pour garder mon fils heureux, les recettes de famille que nous pourrions échanger. J'ai cuisiné presque toute la nuit. J'avais les pieds enflés à force d'être resté debout, mais peu m'importait. La soupe de poisson que j'avais concoctée était onctueuse et savoureuse. La tarte salée était légère. La salade d'avocat était rafraîchissante. La tarte aux pommes exhalait un parfum de cannelle. Des plats traditionnels français, ceux que notre famille a toujours aimés. Au moment de la rencontre, j'ai enfilé ma plus belle robe rose, celle des grandes occasions. Je me suis coiffé avec application et j'ai même mis un peu de rouge à lèvres. Je voulais faire bonne impression, après tout. Cette femme serait peut-être la mère de mes petits-enfants. La sonnette a retenti et mon cœur a bondi. J'ai ouvert la porte, tout sourire. « Chloé, quel plaisir de vous rencontrer. » J'ai ouvert les bras pour la serrer contre moi, mais elle n'a fait que frôler mes épaules du bout des doigts, comme si le contact lui répugnait. « Ravi de faire votre connaissance, madame, » a-t-elle murmuré, le regard fuyant. Sa voix était glaciale et distante. Elle portait une robe verte très chic, et le claquement de ses talons hauts sur le sol de mon humble maison résonnait comme de petits coups de marteau. Au dîner, j'ai tenté de la questionner sur ses passions, son travail, ses projets avec Lucas, mais chacune de mes questions n'obtenait que des réponses monosyllabiques. Oui. Non. Peut-être. Discuter avec elle, c'était comme parler à un mur de glace. Ce qui m'a le plus blessé, c'est son regard qui parcourait ma maison avec mépris, sa façon de froncer le nez en goûtant ma cuisine, comme si c'était quelque chose d'indigne. Lucas a tenté d'arrondir les angles. « Maman, c'est un régal, comme d'habitude », a-t-il dit pour chasser le malaise qui pesait sur la table. Chloé triturait les légumes dans son assiette avec sa fourchette, les séparant les uns des autres comme pour éviter un poison. Le rouge vif de ses ongles contrastait avec la simplicité de ma vaisselle en céramique. « La cuisine vous intéresse, Chloé ?» ai-je demandé, espérant encore, tout en lui servant un peu plus de sauce. Elle a levé les yeux, son expression était illisible. « Je n'ai pas le temps pour ces choses-là, » a-t-elle répondu d'un ton sec. « Je préfère commander à emporter ou aller dans de vrais restaurants. » Le mot « vrai » m'a poignardé en plein cœur. Ma cuisine n'était donc pas « vraie ». Ma maison non plus. Lucas s'est éclairci la voix et s'est empressé de changer de sujet, mais j'avais compris. Aux yeux de Chloé, tout ce qui m'appartenait était inférieur. Les semaines qui ont suivi, chaque visite était de plus en plus pénible. Elle s'installait au bord du canapé, comme si elle craignait de se tacher, les yeux fixés sur son téléphone, l'air de s'ennuyer à mourir. Jamais elle ne m'a demandé de mes nouvelles.
Jamais elle n'a montré le moindre intérêt pour apprendre à me connaître. Maman Monique, vous serez sans doute heureuse d'avoir plus de temps pour vous après le mariage, non? A-t-elle lâché un jour alors que je préparais le café. On aurait dit un au revoir anticipé, comme si elle avait déjà programmé de m'écarter de la vie de Lucas. Plus de temps pour moi? Ai-je répété, perplexe. J'aime passer du temps avec vous, aussi. Elle a jeté un regard à Lucas, un regard dont le sens m'échappait alors, mais que je ne déchiffre que trop bien aujourd'hui. Il manigançait déjà de me mettre à l'écart. Les préparatifs du mariage sont devenus mon enfer personnel. Chloé prenait toutes les décisions sans me consulter, comme si j'étais transparente. La femme de ménage pourra donner un coup de main pour les fleurs, l'ai-je entendu dire au téléphone. Il m'a fallu un instant pour comprendre qu'elle parlait de moi qui faisais le ménage et la cuisine à chaque venue de mon fils. Quand j'ai offert de préparer la pièce montée, une tradition familiale transmise de génération en génération, Chloé a eu un rire qui m'a glacé le sang. Oh non, maman. Confions ça à des professionnels. Je ne veux rien de fait maison. Ce soir-là, je suis restée assise dans ma cuisine à pleurer, serrant le tablier que ma mère m'avait donné pour mon propre mariage. Mes gâteaux avaient marqué tous les grands moments de notre vie. Mais pour Chloé, l'amour que j'y mettais n'était que du « fait maison », un mot qu'elle prononçait comme une insulte. Le jour du mariage est arrivé, tel un orage que l'on ne peut éviter. Je me suis levée aux aurores pour me préparer, choisissant ma plus élégante robe violette, acquise pour cette seule occasion. Je suis allée au salon de quartier. Françoise m'a fait une coiffure si réussie que je semblais avoir rajeuni de 10 ans. « Vous êtes superbe, Monique », m'a-t-elle complimenté. « Votre fils va être si fier. » Ces paroles ont rallumé en moi une étincelle d'espoir. Peut-être que ce jour serait un nouveau départ avec Chloé. Je suis arrivé à l'église de village bien avant l'heure, fidèle à mon habitude. Je voulais m'assurer que tout soit parfait pour mon fils. Les invités affluaient, et je recevais leurs félicitations avec un sourire authentique. Mais au début de la cérémonie, une terrible prise de conscience me frappa. Chloé avait géré le placement, et je me suis retrouvé au 5e rang, derrière ses collègues, derrière des voisins qui connaissaient à peine Lucas. La mère du marié, traitée comme une simple connaissance. De ma place, je devais me contorsionner pour voir mon propre fils avancer vers l'autel. Les mères des amis de Chloé, qui n'avaient jamais passé une nuit blanche à cause de la fièvre de Lucas, étaient mieux placées que moi. J'ai ravalé ma salive et gardé contenance, mais une fissure était apparue en moi. À la salle des fêtes communales, la situation a empiré. Chloé me présentait à ses invités comme « la maman de Lucas », sans jamais prononcer mon prénom ni me qualifier respectueusement de « belle-mère ». Elle fait très bien la cuisine, ajoutait-elle avec son faux sourire, réduisant ma vie entière à une simple compétence domestique. Au moment des discours, j'ai attendu mon tour. J'avais préparé un texte émouvant sur mon fils, sur le voir grandir, sur mes vœux pour sa nouvelle vie. Mais Chloé menait la danse, invitant ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, et même ses collègues. Et le discours de la mère du marié? A demandé quelqu'un. Chloé m'a regardé avec un sourire condescendant. Oh oui, Madame Monique peut dire quelques mots. Quelques mots, comme si mes 69 ans de vie et 30 ans de maternité ne méritaient que quelques secondes. Je me suis levé, les jambes flageolantes, sentant tous les yeux braqués sur moi. Je voudrais remercier le Seigneur pour ce jour béni. Je n'avais pas terminé ma deuxième phrase que Chloé se mettait à applaudir, m'interrompant net. Le reste de l'assemblée a suivi, et mes paroles ont été étouffées par des applaudissements forcés. Pour le repas, on m'a installé à une table au fond, avec des parents éloignés de Chloé qui discutaient entre eux en m'ignorant. De là, j'observais Lucas, riant avec sa nouvelle famille, complètement immergé dans sa nouvelle vie, pendant que je mastiquais un morceau de volaille insipide. Quand les danses ont commencé, Lucas a dansé avec Chloé, puis avec la mère de Chloé, puis avec ses sœurs. Je suis restée assise, lissant ma robe, luttant pour que mon sourire ne s'efface pas. Les morceaux s'enchaînaient, et mon fils n'a jamais tourné son regard vers moi. « Tu ne fais pas danser ta maman, Lucas ?» a demandé Pierre, le mari de Marie et un ami de longue date, venu me saluer. Lucas a ri, gêné. « Si, tout à l'heure. » Mais ce « tout à l'heure » n'est jamais arrivé. Vers 23 heures, j'ai décidé de m'éclipser. La route était longue et j'étais épuisé de faire semblant. Mon fils,
je vais rentrer. Je lui ai touché le bras. Il m'a étreinte brièvement, l'esprit déjà ailleurs. Merci pour tout, maman. Je t'aime. Mais son regard était perdu dans la foule. Chloé s'est matérialisée à ses côtés, comme une ombre jalouse. Merci d'être venue, maman, a-t-elle dit, sur un ton qui tenait plus de l'adieu que du remerciement. J'ai traversé le parking, serrant mon sac et le cadeau que j'avais choisi avec tant de soin. Derrière moi, j'ai entendu Chloé chuchoter à ses amis, heureusement qu'elle n'habite pas à côté. Elle n'est pas méchante, mais les belles-mères, c'est toujours pareil, elles veulent tout régenter. Leurs gloussements m'ont poursuivi jusqu'à ma voiture. Je me suis installé au volant de ma vieille voiture, les mains tremblantes, les larmes aux yeux. Durant 30 ans, j'avais été tout pour Lucas. En une soirée, j'étais devenu un fardeau à écarter. Le trajet m'a paru une éternité. Les lumières de l'autoroute dansaient à travers le voile de mes larmes. Une chanson d'amour à la radio m'a rappelé mon propre mariage, la promesse de mon mari de toujours me protéger. Aujourd'hui, j'étais seul face à cette nouvelle et cruelle réalité. Je suis arrivé chez moi après minuit, les pieds meurtris, le cœur en lambeaux. J'ai laissé mes chaussures dans l'entrée et j'ai marché pieds nus jusqu'à ma chambre, le contact froid du sol sur la plante de mes pieds fatigués. Le lendemain matin, lorsque Chloé et son notaire se sont présentés pour les papiers de la maison, j'ai souri. Ils ignoraient que la Monique de 69 ans, cette femme de Provence, n'était plus celle qu'on menait par le bout du nez, et que l'histoire ne faisait que commencer. La robe violette si soigneusement choisie me semblait maintenant grotesque, l'uniforme d'une vieille femme s'accrochant à une importance qu'elle n'avait plus. Les jours suivants furent un mélange étrange de silence et d'expectative. J'attendais un appel de Lucas, pour me raconter son voyage de noces, prendre de mes nouvelles, entretenir ce lien tissé pendant 30 ans. Mais le téléphone est resté muet. Une semaine après la noce, j'ai pris l'initiative. Bonjour mon fils. Comment allez-vous deux? Ce voyage de noces? Ma voix se voulait enjouer. Sa réponse fut d'une froideur polaire. Super, maman. Chloé te dit bonjour. Je te rappelle, on est débordé avec les affaires de la maison. La maison. Pas notre maison ou ma maison. Juste la maison. Comme si je n'avais jamais fait partie de son paysage familial. J'ai raccroché, plus seul que jamais, contemplant les photos d'un petit Lucas souriant dans le salon. Ce garçon qui se jetait dans mes bras après l'école. Devenu un étranger me transmettant les salutations de sa femme. 3 jours de plus sans un signe. J'ai décidé de faire des cookies aux pépites de chocolat et noix, ses favoris, pour avoir un prétexte. Je me suis habillé avec soin, enfilant un chemisier vert d'eau, et j'ai pris la route pour leur nouvelle maison dans la vallée de la Loire, le cœur rempli d'un fol espoir. J'ai sonné, espérant voir le visage de mon fils s'illuminer. C'est Chloé qui a ouvert. Elle était vêtue d'un peignoir de soie bordeaux qui criait le luxe, les cheveux en un chignon parfait. « Oh, maman, quelle surprise !» a-t-elle dit, sans une once de joie véritable. J'ai apporté des cookies pour Lucas. J'ai tendu le panier orné d'un ruban jaune, sa couleur fétiche. Chloé l'a pris sans m'inviter, examinant les gâteaux comme s'ils étaient suspects. Quelle attention! Lucas est dans une réunion capitale. Je lui transmettrai. Je suis resté planté sur le seuil, tel un démarcheur congédié, espérant un verre d'eau, un simple « Comment ça va ?» Mais Chloé fermait déjà la porte. Merci pour les cookies, maman. Passez une bonne journée. Le bruit sec de la porte a sonné comme une sentence. Sur le retour, les larmes ont inondé mon pare-brise. Je me suis arrêté pour pleurer à chaudes larmes, frappant le volant de mes poings ridés. Comment en étais-je arrivé là? Comment cette femme avait-elle pu me voler mon fils si aisément? Ce soir-là, dînant seul devant la télé, les derniers mots de mon mari me sont revenus en mémoire. Monique, si je pars le premier, ne te laisse jamais écraser. Tu es plus forte que tu ne le crois, et ton patrimoine est plus grand que tu ne l'imagines. Je n'avais pas saisi toute la portée de ces paroles, mais elles commençaient à résonner. Le lendemain matin, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis des mois. J'ai sorti le coffre-fort de l'armoire, l'ai ouvert et j'ai trié les 7 documents qu'il contenait, acte de naissance, livret de famille, titre de propriété, contrat d'assurance. C'est là que j'ai trouvé l'enveloppe qui allait tout changer. L'acte de propriété d'un domaine agricole de près de 200 hectares en Normandie,
hérité par mon mari de son oncle, et qui m'appartenait désormais en totalité. Le langage légal était sans équivoque. J'étais l'unique propriétaire d'un des domaines les plus prospères de la région. Mon cœur battait à tout rompre en lisant la description, terre cultivable, cheptel, une maison de maître de 5 chambres, 3 autres maisons pour le personnel et les invités. La dernière évaluation me garantissait une vie confortable jusqu'à ma mort, et bien plus encore. Mais au-delà de l'argent, il y avait le pouvoir. Le pouvoir de choisir mon destin, de ne dépendre de personne, d'arrêter de quémander de l'affection. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu un vrai sourire. J'ai rangé les documents et j'ai pris une résolution, ne rien dire de cet héritage. Ni à Lucas, et surtout pas à Chloé. Mon intuition me soufflait que c'était mon joker, ma carte maîtresse. Et cette semaine-là, mon instinct s'est avéré tristement juste. Chloé s'est mise à m'appeler sans cesse, non pas pour s'enquérir de ma santé, mais pour sonder mes finances. Maman Monique, Lucas et moi pensons qu'un logement plus petit te conviendrait mieux, a-t-elle roucoulé. Cette grande maison doit être un fardeau à ton âge. As-tu pensé à vendre pour un appartement plus simple d'entretien? Ces paroles me glacèrent. Cette façon insidieuse de suggérer que je me défasse de mon foyer était terrifiante. Non, je m'y plais beaucoup. Ma voix est restée douce. Trop de souvenirs sont attachés à ces murs. Je comprends, mais songe-y. La vente te permettrait de profiter, de voyager. On pourrait aussi t'aider à placer l'argent pour qu'il fructifie, a-t-elle insisté de ce ton sirupeux que je haïssais. 2 jours plus tard, Lucas est passé, pour la première fois depuis son mariage, non pour voir sa mère, mais avec une mission. Il s'est assis sur le canapé où je le consolais de ses cauchemars d'enfant. Maman, Chloé et moi avons discuté de ton avenir. Mon avenir? Ai-je joué l'innocence, sachant très bien où il voulait en venir? Lucas fuyait mon regard, comme quand il était petit et avait fait une bêtise. On pense que cette maison est trop grande. Tu as l'air fatigué, stressé. Chloé connaît un agent immobilier formidable qui pourrait en tirer un excellent prix. Il jouait nerveusement avec ses clés de voiture. La douleur m'a transpercé. Mon propre fils, que j'avais élevé avec tant d'amour, tentait de me persuader de vendre la maison de son enfance. Mon fils, crois-tu sincèrement que je devrais vendre cette maison? Ai-je demandé, voulant entendre sa voix, et non celle de Chloé à travers lui. Un instant, j'ai cru revoir le petit garçon vulnérable, hésitant, tiraillé entre sa conscience et l'influence de sa femme. Chloé a de bons arguments, maman. Tu devrais te reposer, moins t'inquiéter, a-t-il marmonné, comme s'il récitait une leçon. Ce soir-là, après le départ de Lucas et ses vaines promesses de visite, je me suis assise dans ma cuisine avec une tisane et j'ai pris une décision capitale. J'ai appelé Marie, mon amie de toujours. Marie, j'ai quelque chose de très important à te dire, mais c'est un secret. La voix de Marie est devenue grave. 40 ans d'amitié nous liaient. Dis-moi tout, Monique. Tu as l'air soucieuse. Je lui ai tout déballé, l'attitude de Chloé, mon traitement au mariage, leur tentative de me faire vendre la maison, et enfin, le domaine normand. Mon Dieu, Monique. Près de 200 hectares et tu n'as rien dit, s'est exclamée Marie. Tu as bien fait de te taire. J'ai vu son regard avide au mariage. Ces mots ont validé mon intuition. Marie, je sens qu'il prépare un mauvais coup. Il me voit comme un obstacle. J'ai peur. Écoute-moi bien, a dit Marie avec sa fermeté coutumière. Demain, on va chez un avocat. Tu dois protéger tes biens avant que ces rapaces ne découvrent le pot aux roses. Et surtout, ne signe rien sans m'en parler. Le lendemain, Marie est venue me chercher. Elle avait pris rendez-vous chez maître Jean-Pierre Duval, un avocat réputé de Bordeaux. Un homme aux cheveux grisonnants et au regard acéré, habitué à ce genre d'affaires. Madame Monique, d'après vos dires et les documents, votre cas est préoccupant, a-t-il déclaré. Il est fréquent que des proches, avec ou sans bonnes intentions, poussent une personne âgée à céder ses biens. Il faut absolument ériger des barrières légales autour de votre patrimoine. Maître Duval a exposé les documents sur son bureau. Ce que vous possédez est très conséquent. Rien que ce domaine agricole représente une fortune. Il a rajusté ses lunettes. Ce qui m'alarme, c'est le schéma que vous décrivez, l'isolement, la culpabilisation, puis la présentation d'une solution qui ne profite qu'à eux.
Ces paroles me firent frissonner. C'était un portrait exact de ma situation. Marie m'a serré la main. Racontez-lui pour le notaire. J'ai relaté la visite de Chloé et Stéphane, débarquant à l'improviste. Un grand classique, a noté l'avocat. Ils amènent souvent un notaire complaisant pour forcer la main sous couvert de simplification administrative. J'ai vu des gens se faire déposséder en une seule signature. Que puis-je faire pour me défendre? Ai-je demandé, me sentant au cœur d'une guerre invisible. Pour la première fois, il a souri. Beaucoup de choses. Nous allons mettre en place une fiducie irrévocable, documenter chaque tentative de pression et surtout, préparer une stratégie pour le jour où ils abattront leurs cartes. Nous sommes sortis de son cabinet avec un plan d'action et des documents capables de blinder mon patrimoine. Je n'étais plus la mère docile. La Monique de Provence était prête au combat. J'étais surtout soulagé, je n'étais pas folle, mes craintes étaient justifiées. Marie m'a invité à déjeuner. Son mari, Pierre, m'a accueilli chaleureusement. Monique, cette fille est une calculatrice, a dit Pierre pendant que nous dégustions le pot-au-feu de Marie. Au mariage déjà, j'ai senti quelque chose de louche. Elle passait son temps à évaluer les gens, à demander qui faisait quoi. Leurs témoignages ont confirmé mes pires soupçons. Les jours suivants, j'ai continué ma vie normalement, mais l'œil aux aguets. Chaque appel, chaque visite, chaque allusion à mon âge, je l'aiderais différemment. C'était comme voir à travers les apparences. Mercredi après-midi, alors que j'arrosais mes géraniums, la voiture de Lucas s'est garée. Mon cœur a battu la chamade, non plus de joie, mais d'angoisse. Quand il en est sorti avec Chloé, j'ai su que l'heure de la confrontation avait sonné. « Salut, maman. » Le sourire de Lucas était forcé. Chloé le suivait, un épais dossier sous le bras, dégageant une assurance qui me donnait la chair de poule. « On peut entrer ? On a quelque chose d'important à te dire. » Je les ai installés dans le salon, là où Lucas avait joué pendant des heures, où je lui lisais des histoires. Ce lieu sacré était devenu une salle d'audience où j'étais sur le banc des accusés. « Maman, on est très inquiet pour toi », a commencé Lucas sur un ton paternaliste. « Chloé et moi, on pense que tu as besoin d'un coup de main pour gérer tes finances. À ton âge, c'est normal d'être un peu dépassé. » Chloé a ouvert son dossier. « Maman Monique, on a vu des conseillers financiers pour seniors. Ils disent tous que le mieux, c'est de simplifier les actifs, de tout regrouper dans des placements plus sûrs. » Quel conseiller? Ai-je demandé, feignant la surprise. Je n'ai vu personne. J'enregistrais mentalement chaque mot, comme Maître Duval me l'avait appris. Lucas a enchaîné, avec ce ton patient qu'on prend avec les enfants. Justement. Tu n'as pas eu les bons conseils. Chloé connaît des gens très compétents pour protéger ton argent. Chloé a étalé des papiers sur la table. Regarde. Une proposition très intéressante. Un fonds d'investissement à rendement garanti. C'est mieux que de laisser l'argent dans la pierre, avec tous les tracas que ça implique. J'ai fait semblant d'étudier les documents, jouant la vieille femme dépassée, mais je mémorisais tout. Le plan, vendre ma maison, verser les fonds sur un compte joint où ils auraient tout pouvoir. Et si je vends la maison, où j'habite? Ai-je demandé, ma voix tremblant comme il s'y attendait. Chloé a souri avec une fausse douceur. Ne t'en fais pas. On a trouvé un EHPAD formidable, une maison de retraite avec une surveillance médicale permanente. Tu y seras plus en sécurité. Un EHPAD. Le coup près était tombé. Me priver de ma maison, prendre mon argent, et m'enfermer loin de leur chemin. Le tout sous l'emballage de la bienveillance. Une maison de retraite, ai-je répété, la voix chancelante. Mais je suis bien ici, mon fils. C'est la maison de nos souvenirs. Ils ont échangé ce regard de conspirateur que j'avais appris à décrypter. Maman, on sait que c'est un choc, mais pense-y, a dit Lucas en se penchant vers moi. Là-bas, tu auras des amis, des activités, des soins. Et on pourra passer te voir quand on voudra sans s'inquiéter. Quand on voudra. Pas souvent. Quand ça les arrangera. La colère bouillonnait en moi. Chloé a sorti d'autres documents. On a fait les comptes. La vente de la maison, plus quelques placements, et tu vivras très bien sans te soucier de rien. On s'occupera de tout. Le piège était clair.
Il contrôlerait mon argent pendant que je dépérirais dans un mouroir. Un plan d'une cruauté raffinée. Et si je refuse de vendre? Ai-je demandé doucement. Chloé a soupiré comme une maîtresse d'école exaspérée. Maman, on comprend ta réaction, mais à ton âge, seul dans une si grande maison, ce n'est pas prudent. Imagine que tu tombes. Ou que tu te fasses abuser par des escrocs. Comble de l'ironie. J'ai besoin de réfléchir. Je me suis massé les tempes. C'est beaucoup d'un coup. Lucas s'est levé pour m'étreindre. Une étreinte glaciale. Bien sûr, maman, mais ne réfléchis pas trop longtemps, a-t-il dit. Chloé a rangé ses papiers avec la satisfaction du vainqueur. Après leur départ, je me suis écroulé, vidé. Mes mains tremblaient de rage. J'ai aussitôt appelé Maître Duval. Maître, ils sont venus. C'était exactement comme vous l'aviez dit. Ils veulent tout vendre, me mettre en EHPAD et prendre le contrôle. Sa voix était calme. Madame Monique, c'est le moment décisif. Ne signez rien. Essayez d'enregistrer vos prochaines conversations. Il nous faut la preuve de leurs intentions. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. J'ai erré dans la maison, touchant les meubles, les objets, témoins de ma vie. Le fauteuil à bascule, la table des devoirs, le piano. Tout cela, destiné à être bradé pour satisfaire la cupidité d'une étrangère. Le lendemain, Marie est arrivée avec un dictaphone. C'est très simple, m'a-t-elle expliqué. Tu appuies là. Glisse-le dans ta poche. S'ils reviennent, on aura tout. Pendant 3 jours, j'ai attendu. Le vendredi, le téléphone a sonné. Chloé, la voix enjôleuse. Avez-vous réfléchi, maman? On a trouvé une place superbe à l'EHPAD, mais il faut se décider vite. Cette fausse urgence confirmait le hâte d'en finir. Oui, j'ai beaucoup réfléchi, ai-je répondu, jouant l'hésitation. Pouvez-vous passer demain pour tout me réexpliquer? Avec l'âge, j'ai la mémoire qui flanche. Je l'imaginais sourire de triomphe. Bien sûr, maman. Demain, on apporte tous les papiers. Tu vas voir, c'est la meilleure solution pour tout le monde. Pour tout le monde. Comme si me déposséder de ma vie était un service qu'on me rendait. Le samedi, ils sont arrivés, ponctuels. Avec eux, Stéphane, le notaire. Un homme maigre à la moustache rare. Ses yeux évaluaient chaque recoin de ma maison. Madame Monique, quel plaisir, a-t-il dit sans chaleur. Je suis là pour que tout se passe au mieux. Avant toute chose, j'aimerais enregistrer notre entretien, en audio et vidéo, pour la protection de tous. Vous êtes d'accord? Je me suis assise dans mon fauteuil fétiche, celui où je berçais Lucas, et je les ai laissés jouer leur comédie. Maman, on a apporté les documents, a dit Lucas. Il n'y a qu'à signer là, et là. On s'occupe du reste. Son doigt indiquait les pointillés. Chloé s'est assise tout près, oppressante. Regardez, les photos de votre future résidence. Des jardins, une salle télé, des cours de yoga. Un lieu qui ressemblait à un hôpital de luxe. Stéphane a sorti de sa serviette un attirail impressionnant, sceau, encre, formulaire. Madame, ces actes protègent vos intérêts, vente du bien, transfert des fonds en fiducie familiale, et une procuration pour que vos proches gèrent vos finances si vous deveniez incapable. Incapable. Le mot m'a giflé. J'ai esquissé un sourire. Commençons par une lecture intégrale de chaque clause, pour que l'enregistrement soit complet. D'accord? Ils avaient tout prévu. S'il m'arrivait de contester, ils me feraient interdire. Leur plan était d'une précision diabolique. Et si je change d'avis, plus tard? Ai-je demandé, la voix tremblante, jouant mon rôle à la perfection. Ils ont échangé un regard furtif, que j'ai mémorisé. Oh, maman, ces décisions sont irrévocables, pour votre bien, a dit Chloé avec une patience affectée. Si vous pouviez changer d'avis sans arrêt, de mauvaises personnes pourraient en abuser. De mauvaises personnes. Quelle audace. Et puis, maman, a ajouté Lucas en me prenant la main, pense à notre tranquillité d'esprit. On saura que tu es en sécurité. On n'aura plus à s'inquiéter. On n'aura plus à s'inquiéter.
Traduction, on n'aura plus à faire semblant de s'occuper de toi une fois qu'on aura ton argent. Les larmes ont coulé, de vraies larmes de douleur cette fois. Ne pleurez pas, madame, a dit Stéphane froidement. C'est une étape émotive, c'est normal. Il a posé un stylo plaqué hors devant moi. Une arme sur ma gorge. J'ai pris le stylo, la main tremblante, et je l'ai approché du papier. L'atmosphère était électrique. Mes deux bourreaux retenaient leur souffle. Chloé se penchait, avide. À cet instant, la sonnette a retenti. Vous attendiez quelqu'un ? A demandé Stéphane, agacé. Non, ai-je répondu en me levant. Sans doute un voisin. Sur les conseils de Maître Duval, j'avais prévenu le parquet, qui avait dépêché un enquêteur. J'ai ouvert. Marie était là, avec Maître Duval et un homme tenant une caméra. Bonjour, Monique, a souri Marie. On n'est pas trop en retard ? Entrez, ai-je dit, soulagé. Maître Duval a fait son entrée, imposant. L'autre homme a levé sa caméra. Lucas est devenu blême. Chloé a tenté de dissimuler les papiers. Stéphane était pétrifié. Qu'est-ce qui se passe, maman ? A balbutié Lucas. Bonjour à tous, a dit Maître Duval. Je suis le conseil de Madame Monique. Je suis ici, avec cet enquêteur du parquet, pour superviser la transaction. J'imagine que tout est en ordre et que ma cliente a eu le temps de consulter un avocat indépendant. Un silence de mort s'est installé. Stéphane a rangé son stylo comme s'il était brûlant. Chloé cherchait une issue du regard. Pardon, mais qui êtes-vous ? A tenté Stéphane. Duval a souri. Jean-Pierre Duval, avocat spécialiste de la protection du patrimoine des aînés. Et voici le substitut du procureur Nicolas Lambert du parquet de la Gironde, section des crimes contre les personnes vulnérables. Nous sommes la suite à un signalement pour fraude envers une personne âgée. Le visage de Chloé est devenu livide. Stéphane a fermé sa serviette à la hâte. Lucas me regardait, enfin, comme s'il me voyait pour la première fois. Maître, ai-je dit, la voix ferme, heureusement que vous êtes là. J'allais signer et je voulais être sûr que tout était légal. J'ai posé le dictaphone sur la table. L'enquêteur a allumé sa caméra. Madame, que vous demande-t-on de signer exactement ? Sa voix était empreinte d'autorité. Chloé a tenté un rire nerveux. C'est un malentendu. On voulait juste simplifier la vie de ma belle-mère. Simplifier ? Ai-je répété. Vendre ma maison, vous donner mon argent et m'envoyer en EHPAD, vous appelez ça simplifier ? Stéphane s'est levé pour fuir. Il doit y avoir une méprise. Je ne suis qu'un notaire. Maître Duval lui a barré la route. Un instant, confrère. J'aimerais examiner ces documents. Dans le cadre d'une enquête pour fraude immobilière. C'est là que j'ai abattu ma dernière carte. J'ai été chercher le coffre-fort, l'ai ouvert devant eux et j'ai sorti l'acte du domaine normand. J'ai étalé les papiers, dégustant leur stupeur. Tiens, ai-je dit. Mon mari m'a laissé un domaine de près de 200 hectares. J'avais omis de le mentionner. Maître Duval, lisez la dernière estimation, s'il vous plaît. L'avocat a pris le dossier, un sourire de triomphe aux lèvres. Selon la dernière expertise, la valeur de ce domaine est de plusieurs millions d'euros, sans compter le bétail et le matériel. Stupéfaction générale. Chloé était bouche bée. Lucas fixait le document comme s'il venait d'une autre planète. Plusieurs millions, ai-je répété. Et vous vous inquiétiez tant de ma misère et de mon incompétence. Quelle bonté d'âme. Ma voix était chargée d'un sarcasme glacial. Stéphane a tenté une dernière pirouette. Madame, cela change tout. Il vous faut des experts pour gérer une telle fortune. L'enquêteur photographiait déjà leurs documents. Précisément, ai-je souri. C'est pourquoi j'ai engagé Maître Duval il y a une semaine pour gérer toutes mes affaires. Mais merci de votre sollicitude. Chloé a enfin retrouvé la parole, une voix éraillée. Maman, on ne savait pas. On voulait juste aider. M'aider ? Je me suis redressée, pleine d'une dignité retrouvée. En vendant ma maison dans mon dos, en me parquant dans un mouroir et en me volant ma liberté de choix ? Lucas a parlé, et pour la première fois, j'ai entendu mon fils.
Maman, on pensait que c'était le mieux pour toi. Ses yeux brillaient de larmes. Remords ou dépit? Le mieux pour moi, ai-je dit plus doucement, aurait été de me demander mon avis. De respecter mes choix. De me voir comme ta mère, et non comme un obstacle. Maître Duval a posé une main sur mon épaule. Madame Monique, il est temps que ces personnes s'en aillent. Nous avons assez d'éléments pour une action en justice. Stéphane a détalé. Chloé l'a suivi, sans un regard. Lucas est resté un instant. Maman, on pourra se parler? La question semblait sincère. J'ai hoché la tête, sans rien promettre. Après leur départ, je suis resté avec mes alliés. Pour la première fois depuis des mois, j'étais en sécurité chez moi. 3 mois plus tard, j'admirais le coucher de soleil depuis la terrasse de mon domaine. C'était mon 70e anniversaire, un cadeau de liberté que je m'étais fait. Lucas venait me voir chaque semaine, seul, tentant de renouer les fils. Chloé avait appelé maintes fois, sans réponse. Ils auraient divorcé, quand elle a compris que je n'étais pas la veuve démunie qu'elle croyait. Aujourd'hui, j'aide d'autres femmes âgées dans la même situation. Ma maison est devenue un havre de paix et de conseil. J'ai appris que le silence est d'or, mais que la parole, au bon moment, est un diamant. À 69 ans, j'ai enfin compris les mots de mon mari. J'avais plus que je ne l'imaginais, et j'étais plus forte que je ne le croyais. 6 mois après cette journée mémorable, je suis assise sur ma terrasse, un café à la main, contemplant l'aube sur mes 200 hectares de liberté. Le parfum du café se mêle à celui des fleurs d'oranger. Une symphonie matinale qui me rappelle le sens de mon combat. La maison de maître du domaine est devenue un refuge pour les femmes qui, comme moi, ont été trahies. Chaque semaine, des lettres, des appels, des visites. Elles se reconnaissent dans mon histoire et repartent avec la force de dire non. Madame Monique, me disent-elles, ma belle-fille veut me faire vendre ma maison. Ou, mon fils prétend que je ne sais plus gérer mon argent. Hier, Geneviève, une veuve de 73 ans, est arrivée. Ses enfants l'avaient fait mettre sous tutelle. Elle est entrée avec une petite valise et le cœur lourd. Madame Monique, m'a-t-elle dit en pleurant, mes propres enfants m'ont assigné à résidence. Ils gèrent ma retraite et m'interdisent de sortir. Pour mon bien, disent-ils. Je l'ai installé dans le fauteuil à bascule où j'avais tant pleuré, je lui ai servi une tisane et je lui ai raconté mon histoire. L'espoir a réapparu dans son regard. Je peux vraiment reprendre ma vie en main? A-t-elle demandé. Non seulement vous le pouvez, lui ai-je répondu en lui prenant les mains, mais c'est votre droit. Et vous n'êtes pas seul. Le lendemain, Maître Duval a étudié son dossier. Les vices de procédure étaient nombreux. Le jugement a été cassé. Aujourd'hui, Geneviève a retrouvé le sourire et ses enfants ont dû restituer les fonds. Mon histoire a fait le tour de la région. Presse, travailleurs sociaux, lettres du monde entier. Votre courage m'a donné la force de me défendre, m'écrivait une femme de Madrid. Une autre de Buenos Aires, grâce à vous, ma famille a cessé de m'ignorer. Tout n'est pas simple. Lucas vient chaque dimanche, seul, essayant de réparer les pots cassés. Les débuts ont été difficiles, pleins de silence et de regrets. Mais peu à peu, je retrouve mon fils, l'homme derrière le mari influencé. Il y a 2 semaines, il m'a avoué, « Maman, je ne sais pas comment te demander pardon. » J'étais comme aveuglé. Ses larmes étaient sincères. Mon fils, lui ai-je répondu, le pardon ne se demande pas, il se gagne. Par des actes, pas des paroles. Il a compris que le chemin serait long. Chloé, elle, a disparu. Marie, mon amie fidèle, m'a appris qu'elle avait tenté de divorcer pour obtenir la moitié des biens, mais Lucas, sur mes conseils, avait tout protégé. Elle a quitté la région, en quête d'une nouvelle proie. Stéphane, le notaire, a été radié. L'enregistrement de notre conversation a permis de démanteler un réseau d'escrocs. Marie vit maintenant avec moi, dans un des gîtes du domaine. Elle n'est pas une employée, mais une sœur. Ensemble, nous gérons notre refuge, organisons des ateliers sur les droits des aînés, et rêvons de voyage. Qui l'eût cru, des militantes à 70 ans. Plaisante-t-elle. Je souris, en pensant à la femme craintive que j'étais. Maître Duval est devenu le directeur juridique de notre fondation. Nous avons fait évoluer la législation locale et nous travaillons avec des législateurs nationaux.
Madame Monique, m'a-t-il dit récemment, en 6 mois, vous avez accompli plus pour la cause des aînés que des associations en 10 ans. Chaque soir, je me promène dans mon jardin. Je trouve parfois des lettres dans la boîte aux lettres, laissées par nos visiteuses. Merci de m'avoir appris à retrouver ma dignité, disait l'une. Merci de m'avoir montré que le respect de soi n'a pas d'âge, disait une autre. Demain, un groupe de femmes d'une autre région de France vient nous voir, pour créer des refuges similaires. Le mouvement grandit. À 69 ans, j'ai compris que la vieillesse n'est pas une fin, mais parfois le début du plus beau chapitre. La sagesse est une arme plus puissante que la jeunesse. La dignité perdue peut se reconquérir. Je m'appelle Monique, j'ai 69 ans, et voici ma déclaration d'indépendance. Je ne laisserai plus personne me rendre invisible. Si mon histoire peut aider une seule femme, alors tout cela en valait la peine. Mon mari avait raison. J'étais plus forte et plus riche que je ne le pensais. Il fallait juste que je me souvienne de qui j'étais. Le plus important dans l'histoire de Monique n'est pas le domaine, mais le moment où elle s'est levée pour réclamer ce qui lui était dû, dignité, respect, limite. La famille est le berceau de l'amour, mais aussi le lieu où des limites doivent être posées. Le pardon peut ouvrir une porte, mais seule la confiance, reconstruite par des actes, peut la franchir. Et parfois, dire non, c'est se dire oui à soi-même. Qu'auriez-vous fait à la place de Monique? Comment poser des limites saines avec ses proches vieillissants? Et comment un pardon peut-il être sincère? Partagez vos réflexions. Votre histoire peut en aider d'autres. Rejoignez-nous pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Ensemble, nous continuerons à apprendre et à grandir.